C'est parti, nous voici. Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour. ce webinar. On va attendre peut-être 2-3 minutes les derniers arrivants. Bienvenue sur ce webinar, comment le choix du statut d'entreprise influence le business plan, présenté conjointement donc par la structure Legal Start avec Charline et par moi-même pour la société Planou.ai. Juste vous indiquer que durant tout le webinaire, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous. On répondra bien évidemment à vos questions. Alors peut-être pas en direct pendant la présentation, mais en tout cas, on se gardera un petit moment à la fin pour vous présenter, pour répondre, pardon, à vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez la moindre question. Exactement. Exactement. Et surtout, dites-nous si vous nous entendez bien, si tout est clair, si vous avez, voilà, s'il y a quelque chose une information qui est passée à la trappe, si vous avez besoin de savoir quelque chose en complément. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous dire comment vous nous voyez, comment vous nous entendez, si la présentation est claire et surtout interagissez, c'est le but du webinaire. Bon, a priori, Charline, tout a l'air De fonctionner. de fonctionner. Alors, Oui. combien de temps va durer la présentation? N'hésitez pas aussi à nous dire juste quel secteur d'activité dans quel secteur d'activité vous souhaitez entreprendre et quelle forme juridique vous avez choisie, quelle forme juridique vous avez présélectionnée ou sur lesquelles vous avez des questions que des experts comptables, que vos proches qui font du droit vous ont conseillé. C'est quelque chose qui peut nous être utile pour affiner tout au long du webinaire un peu nos informations et réussir à faire quelque chose le plus personnalisé possible pour vous tous. Alors Fanny, pour répondre à votre question, il faut compter, je pense, à peu près 25 minutes, une demi-heure avant qu'on passe sur une partie question. Voilà, ça se remplit, on a de plus en plus de monde. En attendant peut-être les derniers arrivants, on va peut-être se présenter rapidement. Oui, clairement. Du coup, au niveau donc des deux intervenants, comme je vous disais, donc on a Charline. Charline, je vais peut-être te présenter rapidement, je me présenterai ensuite. Oui, grave. Déjà, je suis très contente d'animer ce webinaire et notamment avec toi, Loïc. En l'occurrence, moi, je suis responsable des ventes chez Legal Start. Je suis arrivée chez Legal Start il y a 4 ans maintenant. Et on en parlera un petit peu plus et je vous préciserai un peu les chiffres clés concernant Legal Start. Mais en tout cas, on s'occupe de faire à la place des entrepreneurs les démarches administratives, que ce soit pour la création, pour la gestion, pour modifier ses statuts, dissoudre sa société. Le but, c'est vraiment de venir comme un soutien pour l'entrepreneur français et de l'épauler, voire de carrément déléguer toutes ces démarches administratives à Legal Start pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables, parce que l'administration, c'est souvent difficile à gérer, c'est souvent beaucoup de paperasse, beaucoup de documents, beaucoup de justificatifs à envoyer et d'aller-retour. Donc, le but, c'est évidemment de faire gagner du temps aux entrepreneurs. Ça, c'est la mission principale. Et on a du coup tous plus ou moins une forme d'expertise et on a appris beaucoup sur le juridique, sur les formes juridiques, sur les différentes possibilités quand on est entrepreneur. Et le but, c'est d'essayer de, moi, vous faire un petit peu part de tout ce que j'ai appris ces 4 dernières années et de vous parler de tous les choix possibles de formes juridiques pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible pour faire votre choix, en gros. C'est très clair. De mon côté, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Loïc, je suis Operation Manager chez Planou.ai. Planou.ai, c'est une plateforme digitale pour la réalisation de business plans. Donc, d'où le lien avec Legal Start. Sur Planou.ai, vous pouvez réaliser directement un business plan, alors que ce soit la partie financière, la partie rédactionnelle et également le côté études de marché. On est une entité on appartient à un groupe, le groupe Journée Business Plan, qui est un groupe international spécialisé dans la rédaction de business plans. Et moi aujourd'hui, donc je vais vous présenter en lien avec l'aspect juridique, l'incidence donc du coup de ces aspects juridiques sur la réalisation du business plan. On y va, Charline, c'est parti. Allez, c'est parti.
Allez, super. On va commencer. Donc la partie présentation, du coup, on l'a amorcée. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Juste pour vous présenter très rapidement Planou, hein, j'ai commencé à vous le présenter, mais en quelques chiffres, Planou, c'est plus de 7000 créateurs d'entreprises accompagnés. On est présent sur plus de 500 secteurs d'activité. Donc je vois un petit peu hein, dans vos commentaires, on a du VTC, on a de l'agroalimentaire, on a du courtier en assurance. Voilà, ça fait partie des secteurs d'activité couverts par la plateforme planou.ai et on est à peu près une cinquantaine d'experts financiers dans la structure spécialisés dans la création de business plans. Ok, trop cool. Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est super cool de vous avoir aujourd'hui, Planou, pour le coup. Et on est vraiment trop content de co-animer ce webinaire avec vous. Et Legal Start, je vous en parlais pareil de façon un peu, il y a quelques minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, on a accompagné à peu près 200 000 entrepreneurs français. Je crois que ça représente à peu près une création de SASU sur 10 en France. Donc, c'est quand même un chiffre énorme. Qui est vraiment colossal. On est évidemment hyper content. Ça représente plus de 1000 démarches par semaine parce qu'en fait, on ne fait pas du tout que de la création. On fait pas mal de démarches, que ce soit, je vous le disais, des modifications de statut. Ça, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on pourra tout à fait refaire des webinaires sur les différentes démarches à réaliser quand on est entrepreneur. Et ça couvre, pareil, beaucoup de secteurs d'activité, ce qui est très appréciable parce qu'a priori, au début, on pensait que ce serait à destination de gens très digitalisés parce qu'il fallait utiliser Internet, il fallait être hyper à l'aise avec le fait de payer en ligne, etc. Et finalement, on se rend compte que pas du tout. Tout le monde est touché par Legal Start. Tout le monde a besoin d'avoir un soutien dans la création de son entreprise et le fait de couvrir plus de 300 secteurs d'activité, c'est la preuve que en fait, les gens nous font confiance, peu importe finalement leur activité. Et c'est des stats qui se rapprochent de celles presque de l'INSEE. Donc, c'est vraiment une grosse fierté pour nous d'être aussi proche de tous les entrepreneurs et de réussir à toucher vraiment tout le monde. Voilà, donc vous voyez, vous avez un duo d'expérience sur la question. Alors, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter 3 thématiques vraiment en lien avec normalement vos questions et en lien avec vraiment la création d'entreprise. La question numéro 1, c'est un petit peu ce qui revient souvent, c'est comment choisir son statut juridique. On a conscience que c'est pas simple quand on n'a pas forcément les connaissances adéquates. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que Charline puisse vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on choisit son statut juridique. Dans un second temps, on expliquera l'impact du statut juridique sur le business plan, parce qu'en effet, en fonction du statut juridique choisi, il y a un impact sur le business plan. Et puis dans un troisième temps, pourquoi un business plan est indispensable pour aller chercher des financements, parce que ça reste la finalité de beaucoup de créateurs, d'aller chercher du financement. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de prendre dans l'ordre, on crée son statut juridique, on fait son business plan, et la finalité, on va chercher du financement pour lancer son activité. Allez, Charles, je te laisse la liberté de commencer sur la partie juridique. Merci beaucoup. Oui, comment choisir son statut juridique? Déjà, on va malheureusement éliminer dans ce webinaire pour l'instant les micro-entreprises, les entreprises individuelles, parce que ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est un sujet qu'on traitera. C'est une certitude parce qu'on sait, on a conscience que ça intéresse énormément de monde. Mais en fait, en réalité, si on fait vraiment le lien avec un business plan, c'est assez rare en micro-entreprise, en entreprise individuelle, d'avoir ce type de besoin. Et du coup, là, c'est pour vraiment couvrir les sociétés commerciales et le fait d'entreprendre en société commerciale. Mais n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, les micro-entreprises, les entreprises individuelles, à nous le dire pour qu'on puisse adapter et faire aussi des conférences sur ce sujet-là. Pourquoi c'est un statut qui a ses limites? C'est parce qu'on sait qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires qui sont qu'on ne peut pas dépasser, ou si on les dépasse, on est potentiellement exposé à des charges sociales qui sont assez élevées ou à des impôts qui sont assez élevés. Donc, le plafond de chiffre d'affaires, c'est toujours une limite en soi. Le fait d'entreprendre seul, c'est quelque chose qui, en soi, peut être très positif. Hein. C'est juste que c'est du coup être en micro-entreprise, se contraindre à ne jamais pouvoir potentiellement s'associer, ne jamais pouvoir justement faire entrer des investisseurs, demander des financements, etc. Et donc, entreprendre seul, c'est évidemment une bonne idée. En revanche, il faut faire attention à son statut et pas justement se limiter.
Et on sait tous qu'effectivement qu'il y a un enjeu quand même de protection du patrimoine qui est assez important quand on crée sa société. Le statut de micro-entrepreneur ne protège pas le patrimoine personnel des entrepreneurs et donc, en cas de dette, vous pourriez potentiellement perdre des choses qui vous sont à vous personnellement, donc des biens immobiliers, des ordinateurs, des voitures, etc. Et donc ça, on va voir comment justement éviter et pouvoir réussir à protéger son patrimoine grâce aux sociétés commerciales. Il y a différents avantages du coup à créer effectivement une société commerciale. Déjà, on en parlait à l'instant et on va après faire un petit zoom sur chaque avantage pour que vous ayez vraiment voilà, le détail de ce que ça représente. Mais il y a évidemment limiter sa responsabilité en tant que dirigeant, déduire ses frais professionnels, faire évoluer son projet, gagner en crédibilité et récupérer la TVA. On va, pareil, faire un zoom sur chacun de ces avantages pour que ce soit le plus clair possible pour vous et surtout, vraiment, arrêtez-moi si jamais c'est pas clair. Pourquoi limiter sa responsabilité en tant que dirigeant? En fait, il y a quelque chose en droit qui s'appelle les personnes. Et en fait, vous, comme moi, on est des personnes physiques. Donc, le fait de pouvoir nous toucher, le fait d'être des êtres de chair, finalement, ça fait de nous des personnes physiques et ça nous donne, du coup, le fait d'être une personne, des droits et des devoirs. On a le droit, par exemple, de porter plainte si on tombe dans la rue parce que le trottoir était mal fait. Mais on a également le devoir, par exemple, ça dépend, mais en tout cas de payer nos impôts, etc. Tout ça, ce sont soit des droits, soit des devoirs. Et en fait, pour pouvoir octroyer ça, il faut pouvoir nommer des personnes. Et c'est pareil pour les sociétés. Il fallait pouvoir nommer une personne morale, donc la personne de la société, pour qu'elle ait des droits et des devoirs. Et en réalité, quand on crée une société, on crée du coup une personne morale. L'exemple le plus commun de la personnalité morale, c'est l'État. Par exemple, demain, s'il vous arrive quelque chose, justement, vous pouvez porter plainte contre l'État parce que l'État est une personne morale et donc sa responsabilité peut être engagée. Quand vous créez une société, il y a donc une distinction entre vous, personne physique, et la personnalité morale de votre société, ce qui fait que la personne morale a son propre patrimoine et du coup, ça n'engage pas votre patrimoine personnel. Si la société fait une dette, on ne pourra pas venir saisir vos biens à vous en tant que personne physique. On ne pourra saisir que les biens de la personne morale. Et c'est ça qu'on distingue entre les biens pro et les biens perso. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, Charline, je détiens peut-être une voiture et ma société, elle a un ordinateur, un Mac que j'ai payé 1 200 €. Et bien, dans ce cas, si jamais j'ai une dette, on ne pourra saisir que le Mac que j'ai acheté avec les sous de la société et on ne pourra pas venir saisir ma voiture que je détiens à titre personnel. Donc ça, c'est en gros la grosse distinction, personne physique, personne morale. Et ensuite, effectivement, engagement à hauteur de vos apports. Alors, c'est un peu barbare, mais en l'occurrence, ça veut dire qu'à la création, vous devez apporter un montant qu'on appelle le capital social. C'est l'argent que vous allez investir dans la société à la création. Après, vous pourrez ensuite investir à d'autres moments dans votre société. Mais en tout cas, à la création, vous apportez ce qu'on appelle le capital social. Le principe, c'est que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez apporté. Donc, si l'apport à la création, il est de 1 € et qu'après, vous n'investissez plus jamais d'argent dans la société, normalement, vous ne pouvez perdre que 1 € puisqu'on ne peut saisir que ce qui appartient à la société, donc les 1 €. Bien sûr, généralement, c'est très fréquent. Souvent, vous entendez des gens dire j'ai mis toutes mes économies dans cette société, j'ai mis toutes mes économies dans ce restaurant, etc. Et en fait, c'est ça. Vous ne pouvez pas perdre plus que l'argent que vous avez investi. Donc, si vous investissez toutes vos économies dans votre projet, effectivement, vous pouvez le perdre, cet argent. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas être endetté plus que ce que vous n'avez investi. C'est ça l'idée générale. Dites-moi si ce n'est pas clair. Peut-être parfois, je parle un peu vite en plus, donc n'hésitez pas. Deuxième avantage, gagner en crédibilité. En fait, en réalité, ça, c'est un avantage qui est assez important et qui va avoir quand même une place dans le choix de créer une société commerciale, puisqu'en fait, ça va quand même, pour vos clients, pour vos banques ou pour vos partenaires commerciaux, être quelque chose qui est rassurant et sécurisant. Quelqu'un qui se lance en micro-entreprise en tant que personne physique, qui justement n'investit pas de capital, qui ne fait pas d'apport dans la société, parce qu'il n'y a pas de capital social dans une micro-entreprise, c'est pas très sécurisant, c'est pas très rassurant. On se dit, on crée une micro-entreprise assez facilement, c'est quelque chose qui coûte peu cher, ça demande peu d'investissement en termes de temps, etc. Il n'y a pas de rédaction de statut juridique, donc du coup, forcément, c'est quelque chose qui peut être fait un petit peu à la va-vite, et ça a cette image de, je crée un petit projet, je vais le tester,
mais si ça marche pas, je ne sais pas trop, c'est pas très grave, je ne suis pas très engagée. Donc ça, c'est vraiment dans l'imaginaire des banques et de vos clients, quelque chose qui a un impact, évidemment. Enfin, le fait de créer une société, c'est très engageant. Vous devez mettre un capital social, vos données seront publiques, vous devez choisir un siège. Enfin, c'est quelque chose qui, de toute façon, est engageant. Et surtout, après, si vous voulez faire, par exemple, un prêt, au-delà du fait que ce soit rassurant pour les banques, c'est aussi forcément... On prête, on va prêter de l'argent à la société commerciale, on va regarder les finances de cette société, etc. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus rare d'obtenir ce type de prêt quand on est en micro-entreprise. C'est beaucoup plus simple d'obtenir des financements ou un prêt quand on est en société commerciale. Et ça, je laisserai à Loïc le fait de nous en dire plus et de rentrer plus dans le détail des prêts et des investissements et des financements. Pour déduire ces frais professionnels, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand vous créez une société commerciale, tout ce que vous allez payer avec la carte bleue de la société ou avec le chéquier de la société, avec le compte de la société, ça va être considéré comme une dépense professionnelle. Bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas réserver ses vacances avec la carte bleue de la société. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'achats qui peuvent être justifiés, c'est-à-dire que du matériel de fourniture, des ordinateurs, une voiture pour des déplacements, des billets d'avion, etc. Tout ça, si la preuve est apportée que c'est en lien avec l'activité professionnelle, c'est considéré comme une charge. Et en fait, vous ne payez des impôts que sur le chiffre d'affaires moins les charges. Donc, c'est chiffre d'affaires moins les charges déductibles égale bénéfices, et vous paierez des impôts sur cette petite partie que sont les bénéfices, en l'occurrence. Donc, ça, ce n'est pas le cas, par exemple, en micro-entreprise. Si en micro-entreprise, vous générez 10 000 € de chiffre d'affaires et que vous avez eu 2 000 € de dépenses, vous allez quand même payer vos impôts sur les 10 000 € que vous avez encaissés, alors qu'en fait, en réalité, vous n'avez touché que 8 000 €. Et donc, c'est ça, un des gros intérêts de la société commerciale, c'est que le fait, justement, de pouvoir déclarer ses charges, ça vous permet forcément de payer moins d'impôts puisque les bénéfices sont plus petits. Le montant des bénéfices est plus petit. Et pareil, oui, effectivement, on n'en parle souvent pas assez, mais quand vous passez par exemple par Legal Start pour créer votre société, mais même, en l'occurrence, là c'est Legal Start, mais ça peut être par n'importe qui, les frais qui sont liés à la création de l'entreprise et à ses dépenses de gestion, donc la comptabilité, etc., tout ça, ce sont des choses qui peuvent être déjà, remboursées par la société après sa création. Donc, je peux dire, j'ai dépensé 600 € sur le site de Legal Start pour faire ma création en formule premium le plus rapidement possible, et auquel cas, ma société va me rembourser ses frais de création puisque j'ai fait une dépense à titre personnel pour le compte de la société. Donc, la société peut me rembourser sur mon compte perso cette dépense. Et ensuite, évidemment, tous les frais de gestion, la comptabilité, si vous avez des abonnements, des applications de gestion de comptabilité, etc., tout ça, c'est évidemment quelque chose qui sera payé par la société. Et du coup, il n'y aura évidemment pas de TVA. Et je crois que c'est le dernier sujet dont on va parler sur les avantages. Récupérer la TVA. Créer une société commerciale, ça sert évidemment à ça, à justement pouvoir ne pas payer la TVA. La TVA, c'est assez simple. Souvent, en fait, c'est assez compliqué et il faut essayer d'en faire quelque chose de simple et le dire avec des mots les plus simples possibles. En fait, la TVA, c'est rien de plus qu'un impôt en fait, sur la consommation. Et quand vous êtes une société en France, vous, normalement, n'êtes pas censé payer de la TVA. Puisque vous pouvez, en tout cas, vous devez la payer, mais vous pouvez la récupérer. En fait, il y a deux formes de TVA. La TVA collectée et la TVA déductible. Le principe, c'est juste que quand vous allez vendre une prestation, donc que ce soit un bien, mais que ce soit de la prestation de service, peu importe, quand vous allez vendre quelque chose, vous allez facturer ce produit ou ce service avec de la TVA. Et donc, par exemple, vous facturez 100 € votre prestation de service. Et bien sûr, ces 100 €, il y a 20% qui doivent aller, du coup, à l'administration fiscale et 80% pour vous. Donc, normalement, vous récupérez 80 € de cette prestation facturée à 100 € et vous donnez 20 € à l'administration. Ça, c'est la TVA que vous avez collectée, puisque quand vous avez vendu quelque chose, vous avez collecté de la TVA, 20 € que plus tard, vous devrez rendre à l'administration. Il y a une autre TVA qui est cette fois celle déductible, donc c'est la même en soi, c'est juste qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. La TVA déductible, c'est que vous allez faire un achat. Par exemple, vous allez acheter un ordinateur 100 €, d'accord ? Et en fait, sur ces 100 €, vous allez pouvoir dire
à l'administration, j'ai acheté un ordinateur 100 € avec 20% de TVA. Du coup, là, c'est le tour des impôts. Les impôts vous doivent, du coup, 20% du montant de l'ordinateur. Et en fait, il faut juste faire attention avec la TVA à ne pas avoir de trop gros écarts de trésorerie. Par exemple, si vous savez que vous vendez beaucoup, parce que vous vendez, par exemple, Legal Start, c'est quelque chose qui n'a pas assez peu de coûts en termes de charges. On vend de la création de société, on vend une démarche administrative. Et du coup, forcément, ça génère beaucoup de TVA, puisque ce sont souvent beaucoup de créations. Eh bien, si on déclarait notre TVA seulement une fois par an à la fin de l'année, on aurait un écart de trésorerie énorme. Et donc, il faudrait d'un coup rendre beaucoup d'argent à l'administration. Donc, juste faire attention, si vous savez que vous allez vendre beaucoup et avoir peu de TVA déductible parce que vous n'allez pas avoir d'achat de stock à faire, etc., peut-être que c'est pas idiot de se renseigner sur quand déclarer sa TVA. Normalement, vous pouvez le faire soit mensuellement, soit trimestriellement. Enfin, le but, c'est de ne pas avoir tout le temps la tête non plus dans les déclarations et dans l'administratif, mais il y a évidemment des optimisations qui sont possibles. Et ça, pareil, vous pourrez en parler avec les personnes de Legal Start. Ça fait partie évidemment de notre accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose à gérer et on pourra tout à fait prendre en charge ce type de questions pour vous. Dernier argument ou dernier avantage à la création de la société, c'est que ça vous permet de faire évoluer votre projet plus facilement. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, vous pouvez tout à fait choisir soit de vous lancer seul, soit de vous lancer justement avec des associés, donc avec des personnes qui partagent votre capital. Ça, c'est un choix que vous pourrez faire, mais en tout cas, vous n'êtes pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer déjà dans un premier temps tout seul, parce que c'est votre idée, parce que pour l'instant, vous voulez vous lancer seul. C'est plus simple pour vous, et bien ça vous permet en fait d'avoir le choix. Peut-être que dans 2 mois, vous aurez besoin de quelqu'un, par exemple, qui a des connaissances informatiques très poussées pour pouvoir développer votre site internet. Et bien, vous pourrez l'intégrer au capital. Vous n'êtes pas enfermé dans votre statut. C'est possible de s'associer, c'est possible de donner une partie de son capital à quelqu'un. Donc ça, déjà, c'est facile du coup pour faire une évolution. Enfin, c'est plus simple pour faire évoluer son projet. Vous pourrez aussi décider d'augmenter votre capital. Le fait est qu'en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, il n'y a pas de capital à apporter. Donc, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous demander. Mais en l'occurrence, là, si jamais vous vous rendez compte que vous avez besoin, justement, parce que vous voulez obtenir des financements, parce que pour plein de raisons, vous devez, pour gagner en crédibilité aux yeux des banques, augmenter votre capital, vous pourrez, si vous avez commencé avec 1 €, alors c'est une démarche administrative, ça coûte de l'argent d'augmenter son capital, mais au moins, vous n'êtes pas contraint, vous pouvez le faire. C'est possible d'augmenter son capital et il y a plein de raisons à ça. Et ensuite, obtenir des financements. A priori, ce n'est pas moi la plus compétente pendant ce webinaire pour parler de ce sujet, mais évidemment, encore une fois, c'est dans le but toujours de gagner en crédibilité et donc du coup se présenter à la BPI, à plein d'organismes qui permettent justement d'obtenir des financements avec vos statuts et votre forme juridique sous le coude, en gros. Pour le choix, alors en fait, ça va dépendre généralement. Donc là, c'était plutôt général sur pourquoi en fait créer une société commerciale. Et donc, par société commerciale, on entend SAS, SARL et leur forme unipersonnelle, donc SASU, EURL. Quand vous êtes seul, vous vous lancez en SASU ou en EURL, mais c'est du langage commun, ce sont exactement les mêmes statuts. SAS, SASU, c'est exactement la même chose. Et SARL, EURL, pareil, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est du langage commun pour dire qu'on est une seule personne à détenir tout le capital. Donc déjà, le choix de la forme juridique, il se fait en fonction des priorités de l'entrepreneur. Vous pouvez pas, il faut étudier en fait vos priorités. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous attendez justement de votre statut. Et pour ça, on a fait un tableau qui va évidemment vous être partagé pour que vous puissiez avoir une idée en tête. Et encore une fois, on pourra repréciser ça dans des appels avec les experts Legal Start. Enfin, voilà, vous pourrez tout à fait poser plus de questions. Mais en gros, 3 priorités possibles et qui sont les plus fréquentes, c'est soit effectivement votre priorité, c'est de payer le moins de charges possible. Et auquel cas, le statut qui semble être le plus adapté, ça reste EURL, SARL, parce que les charges sociales et en tout cas les charges de la sécurité sociale des indépendants sont moins élevées qu'en SAS et en SASU. C'est-à-dire que quand vous cotisez, eh bien, vous ne payez qu'à peu près 40% de la rémunération du dirigeant en termes de charges, alors que en SAS et en SASU, ce sont des charges sociales qui sont plus élevées. Ça représente presque 70% de la rémunération du dirigeant. Donc, c'est quelque chose qui est quand même un impact financièrement. C'est assez costaud.
En revanche, du coup, et c'est évident, si vous payez plus de charges, ça veut dire que vous avez une meilleure protection sociale. Donc, évidemment, ça veut dire que vous cotisez plus à la retraite. Ça veut dire que vous avez, par exemple, si vous cassez une jambe et que vous allez à l'hôpital, bah, vous avez une meilleure couverture sociale. C'est évident. Et donc, du coup, oui, vous payez plus, mais vous êtes mieux protégé. Donc, ça, c'est pareil, une question de choix. Ça peut être une de vos priorités. Et ensuite, miser sur le développement de l'entreprise. Alors, ça, c'est apprendre à nuancer, hein, évidemment, à nuancer. Il faut pouvoir nuancer ce propos parce qu'en fait, en réalité, miser sur le développement de l'entreprise, ça veut juste dire que la SAS et la SASU aujourd'hui, ce sont des formes juridiques qui sont très prisées, qui sont en fait très à la mode. C'est assez improbable de penser que même dans le droit des sociétés et même dans ce type de sujet, il y a un effet de mode, mais c'est la vérité. En fait, il y a 20 ans, il n'y avait absolument que des SARL et des EURL. Et aujourd'hui, toutes les startups que vous voyez, ou en tout cas toutes les entreprises innovantes, etc., qui ont souvent un lien avec le digital, etc., très souvent, 99% du temps, ce sont des SAS et des SASU. Parce qu'elles ont des statuts qui sont un petit peu plus flexibles, qui permettent notamment de s'associer plus facilement, en tout cas de céder une partie de son capital plus facilement, sans faire de modifications statutaires. Donc, en réalité, voilà, c'est quelque chose qui est à la mode, qui est un peu plus flexible, c'est vrai, et qui permet de faire entrer, par exemple, des investisseurs de façon un peu plus simple. C'est adapté au fait de se développer rapidement et de faire grandir son entreprise rapidement, alors que la SARL et l'EURL ont des images un peu vieillottes aujourd'hui de sociétés un peu contraignantes, avec des statuts qui sont un petit peu rigides, où en effet, il faut que tout le monde puisse donner son avis pour ajouter des associés, etc. C'est souvent un peu lourd, et un peu plus lourd en tout cas que la SAS et la SASU. Mais il n'y a pas de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix de la forme juridique, la société ne coulera pas parce qu'à la création, on s'est dit, ah bah c'est une URL, alors qu'en fait, ça aurait peut-être été mieux de choisir une SASU. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas, ça va pas couler, mais évidemment, ça a un impact, et donc il faut pouvoir en discuter avec quelqu'un de confiance et essayer de vous-même essayer de comprendre un peu quelles sont vos priorités et de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous attendez justement de cette forme juridique. Ok, et bien Loïc, je te laisse enchaîner. J'espère que c'était clair. Je vais essayer entre-temps de répondre notamment à vos questions et en tout cas de voir vos questions que vous aviez posées pour pouvoir vous répondre à la fin. Oui, merci Charline, c'était très clair. Oui, il y a des questions, hein, n'hésitez pas. De toute manière, on vous répondra à la fin. C'est fait pour. J'en ai noté quelques-unes. Finalement, si je résume, Charline, l'intérêt de créer une société aujourd'hui, c'est limiter sa responsabilité, gagner en crédibilité, déduire ses frais professionnels, récupérer la TVA et pas de plafonnement finalement sur le chiffre d'affaires, quoi. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments sur lesquels on est sur un statut juridique plutôt intéressant, quoi. Alors moi, pour vous parler, donc maintenant qu'on a bien présenté l'impact du statut juridique, et tu vas voir, tu as fait aussi un peu le pont sur ta dernière slide, Charline, sur l'impact du statut juridique sur le business plan. Oui, bien évidemment, le choix du statut juridique, il est primordial parce qu'il va influer en effet sur la réalisation du business plan. Alors, juste en amorce, qu'on se donne une définition du business plan, parce que le business plan, on est sur un terme générique qui est énormément utilisé. On ne trouve pas tout le temps les mêmes définitions. Donc, l'idée déjà, c'est de pouvoir qu'on soit d'accord sur la définition du business plan. Donc, je vais vous donner notre définition du business plan chez Planou.ai. Le business plan, c'est un document écrit qui permet de formaliser le projet de création, reprise, développement d'entreprise. Donc, on est vraiment dans l'idée d'avoir un document qui formalise le projet noir sur blanc par écrit. Le business plan, dans un business plan, on retrouve les éléments liés au projet allant de la future stratégie envisagée aux prévisions financières démontrant la rentabilité et la viabilité de l'entreprise. Pour vous le faire simple, dans un business plan, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez la partie présentation, rédactionnelle, c'est-à-dire où on va écrire en noir sur blanc la problématique marché, comment vous y répondez, ce que vous allez vendre, les produits et les services proposés, la clientèle que vous allez cibler, les partenaires et fournisseurs. Vous allez aussi avoir dedans vos stratégies, donc stratégie commerciale, stratégie marketing,
stratégie de développement. Voilà, noir sur blanc, c'est écrit, on comprend qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez faire et comment vous allez vous y prendre. Ça, c'est le pilier 1. Le pilier 2 qu'on retrouve dans un business plan, c'est tout ce qui est plutôt étude de marché. Tendance sectorielle. Donc, tendance sectorielle, c'est plutôt des données sur le secteur d'activité. Est-ce qu'on est sur un secteur en croissance ou plutôt en décroissance? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié au secteur. Mais également l'étude de marché locale, où là, on va apporter des éléments plutôt sur une localisation géographique. Des données démographiques, des données de revenus, des données de CSP. Pourquoi? Tout ça pour voir si, par rapport à une installation, admettons que vous vous installiez dans le cadre d'un commerce, est-ce que la localisation que vous avez choisie est bien en adéquation avec la population locale et donc avec le produit que vous proposez. Donc ça, c'est vraiment le pilier 2, c'est l'aspect étude de marché. Et le pilier 3, c'est la partie prévision financière, où là, on va avoir tout un tas de tableaux financiers pour démontrer la rentabilité et la viabilité du projet. Typiquement, on retrouvera le plan de financement, le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion, le prévisionnel de trésorerie. Donc finalement, le business plan, c'est ces 3 pavés. Donc c'est ça la définition du business plan, sachant qu'on peut les avoir parfois de manière indépendante, c'est-à-dire que certaines personnes souhaitent avoir juste les prévisions financières parce qu'elles ont besoin uniquement des prévisions financières. Mais la définition du business plan, on est bien sur ces 3 pavés. Il faut avoir à l'esprit que le business plan, c'est à la fois un outil de pilotage et un instrument de séduction. Un outil de pilotage parce que c'est la base de votre projet, c'est-à-dire que vous allez chiffrer votre projet. C'est à travers la réalisation des éléments financiers que vous allez pouvoir voir quelle est votre rentabilité, si vous arrivez à être rentable, si oui, avec quel chiffre d'affaires. Et ça vous permettra, une fois que vous serez lancé, au bout de 1, 2, 3, 6 mois, 1 an, de comparer ce que vous aviez prévu avec la réalité pour voir si vous êtes en phase. Donc c'est vraiment un outil de pilotage. C'est également un instrument de séduction, tout simplement parce que je viens de vous l'expliquer. On explique à l'intérieur toute la partie présentation, on démontre la rentabilité et la viabilité du projet, et la finalité, souvent avec ce business plan, c'est d'aller voir son partenaire financier, son banquier, pour obtenir du financement. Du coup, pour faire le lien donc avec la partie juridique, pour comprendre l'impact du statut juridique sur le business plan, il faut déjà avoir une notion de ce qu'est la rentabilité d'une entreprise. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de finance, mais je vais vous expliquer quand même comment ça fonctionne pour que vous puissiez bien comprendre l'impact du statut juridique sur la réalisation du business plan. La rentabilité d'une entreprise, comme vous l'a expliqué Charline tout à l'heure, c'est très simple. C'est votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos ventes, vente de produits, vente de services, votre chiffre d'affaires qui doit couvrir l'intégralité des charges de l'entreprise. Quand on entend les charges de l'entreprise, on a plusieurs typologies. On peut avoir les matières premières. Typiquement, je suis un restaurant, je vends mes menus, ma matière première. Ça va être donc tout ce qui est les denrées, donc les fruits, les légumes, la viande, etc. Je dois couvrir mes charges de fonctionnement. Donc les charges de fonctionnement, ce sont les loyers, les assurances, les honoraires comptables, les déplacements, si j'ai des déplacements. Voilà, toutes ces charges-là. Je dois couvrir la rémunération du gérant. Bien évidemment, en tant que gérant, je me rémunère. Donc il faut que je puisse me rémunérer. Et je vais couvrir les frais, les charges, les salaires, donc les charges salariales, les frais salariaux. Donc voilà. Donc la rentabilité, c'est vraiment ce chiffre d'affaires, suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir toutes ces charges, afin qu'à la fin, il reste du résultat. Si ce résultat est positif, on parle de bénéfice. Si ce résultat est négatif, on parle de perte. Du coup, si on regarde sur la partie, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, parlons d'abord de l'impact de la rémunération de gérance dans le cadre d'une EURL SARL. Quand vous êtes dans le cadre d'une EURL SARL, vous cotisez auprès de la sécurité sociale des indépendants. C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Charline, à condition que vous soyez gérant majoritaire. Bon, partons sur ce principe-là. Si je reprends mon petit schéma que je vous ai présenté précédemment, vous voyez donc sur le côté gauche, on retrouve mon chiffre d'affaires, moins mes matières premières, moins mes charges de fonctionnement, moins ma rémunération du gérant. Faisons un zoom sur cette partie rémunération du gérant, parce que c'est celle-ci qui m'intéresse dans le cadre de ce webinaire. Je vous ai construit un exemple tout simple. Si je pars du principe que mon gérant se rémunère 2 000 € net par mois, je vais avoir des cotisations auprès de la sécurité sociale des indépendants à hauteur de 900 €. Donc mon gérant va coûter 2 900 € à l'entreprise par mois, soit 34 800 € à l'entreprise par an.
si je vous redis tout ça de manière chiffrée, vous verrez donc vous voyez sur la partie droite, je retrouve un chiffre d'affaires hypothétique à 100 000 euros, des achats de matières premières à 10 000 euros, des charges de fonctionnement à 20 000 euros, ma rémunération du gérant 34 800, on vient de la calculer ensemble, mes frais salariaux pour 20 000 euros, ce qui me fait une rentabilité, un résultat à la fin de 15 200 euros. Maintenant, observons ce qui se passe dans le cadre d'une SAS SASU. Donc, dans le cadre d'une SAS ou d'une SASU, je ne cotise pas auprès de la Sécurité sociale des indépendants, mais auprès de la sécurité, du régime général. Dans ce cadre-là, je reprends la même démarche, c'est-à-dire que sur mon côté gauche, vous retrouvez mon histoire de rentabilité, un chiffre d'affaires moins mes différentes charges. Refaisons un focus ensemble sur la rémunération du dirigeant. Dans ce cas-là, pour une rémunération nette mensuelle de 2 000 euros, donc exactement la même rémunération que dans le cas précédent, je vais avoir 500 euros de cotisation salariale, 1 000 euros de cotisation patronale, soit un coût mensuel pour l'entreprise de 3 500 euros et un coût annuel de 42 000 euros. Donc vous l'aurez aisément compris, on avait auparavant à peu près 35 000 euros de frais liés au gérant dans le cadre d'une URL SARL. On a dans ce cadre-là plutôt 42 000 euros de frais de rémunération du gérant avec une SAS SASU. Donc si je reprends l'exemple chiffré à droite, on retrouve mes 100 000 euros de chiffre d'affaires, mes 10 000 euros d'achat de matières premières, mes 20 000 euros de charges de fonctionnement et cette fois-ci, par contre, 42 000 euros de rémunération du dirigeant. Donc forcément, à la fin, mon résultat, il est plus de 15 000 euros, mais il est de 8 000 euros. Donc si on prend le tableau comparatif, donc sur la slide suivante, entre l'EURL SARL et la SAS SASU, on voit que pour un chiffre d'affaires égal, des matières premières égales 10 000 euros, des charges de fonctionnement égales 20 000 euros, une rémunération nette de gérance 24 000 euros, c'était ma fameuse 2 000 euros par mois sur 12 mois. On voit que les cotisations du gérant ne sont pas tout à fait les mêmes entre une URL SARL et une SAS SASU. Ça rejoint ce que vous a dit finalement Charline. On est sur des poids de cotisation qui ne sont pas les mêmes entre le URL, SARL, la SASU et la SAS, donc la rentabilité n'est pas la même. Alors, ça peut paraître anodin sur mon exemple, mais évidemment, si on part sur un gérant qui a besoin de 3 000, 4 000 ou 5 000 euros, on va avoir évidemment cet écart va se décupler et on peut passer d'une rentabilité d'une société rentable en SARL à une société qui ne l'est plus en SAS. Donc, le choix du statut juridique va avoir un impact sur le chiffrage et la rentabilité de l'entreprise, donc sur le business plan. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette partie-là, sans rentrer trop dans le technique, mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer que le choix de votre statut juridique en amont, avec tout ce qu'a pu vous donner Charline, c'est vraiment très important d'être bien aiguillé et bien accompagné pour faire le bon choix, parce que celui-ci, après derrière, va forcément avoir un impact aussi sur la réalisation du business plan. Alors, pourquoi un business plan est indispensable pour aller chercher les financements? Alors, continuons notre chemin. On a commencé donc avec notre partie juridique, bien choisir son statut juridique. Derrière, on est arrivé avec quel est l'impact, pourquoi je dois avoir mon statut juridique pour faire mon business plan. Et maintenant, allons jusqu'au bout en disant pourquoi j'ai besoin d'un business plan pour aller chercher du financement, bancaire. Alors, pour répondre à cette question, finalement, il y a 5 grands points que je vais évoquer. Le premier point du pourquoi un business plan pour aller chercher les financements bancaires, tout simplement parce que c'est une réponse à une demande bancaire. Quand vous créez votre société dans le domaine donc quand vous créez votre société, quel que soit le domaine, vous allez ouvrir un compte en banque. Certaines banques demandent pour l'ouverture d'un compte professionnel d'avoir un business plan. C'est pas forcément automatique, mais certaines banques le demandent. Toutefois, quand vous allez chercher du financement bancaire, cette fois-ci, la quasi-totalité des banques vous demandent un business plan. C'est un passage obligatoire, donc vous êtes obligé de passer par cette case business plan pour pouvoir avoir accès au crédit au niveau bancaire. Donc, ma première réponse, ce serait déjà répondre à une demande bancaire. La seconde réponse à cette question, ce serait de déterminer le besoin de financement réel. En effet, quand vous créez votre structure, ce que veut savoir la banque, c'est comment
qu'est-ce que je vais financer, en gros, combien vous voulez et qu'est-ce que je vais financer. Donc, pour ce faire, il faut réaliser le tableau de besoins de financement réel. Alors, ça se limite pas à lister les investissements. Typiquement, je suis électricien, je veux m'installer, je vais acheter un camion, je vais acheter du matériel, je vais acheter un stickers pour mettre peut-être sur mon camion. Bonjour monsieur le banquier, voilà ce que je veux acheter, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Non, ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi d'autres frais à prendre en compte, c'est-à-dire que au moment où je vais m'installer, je vais peut-être pas avoir du chiffre d'affaires tout de suite, ou je vais peut-être devoir avancer des frais. Typiquement, j'ai commencé à avoir 1 ou 2 clients que je vais aller voir, je vais me déplacer pour aller voir, pour aller faire des devis. Donc, en me déplaçant, je vais avoir des frais de carburant, des frais de déplacement. Je vais m'entendre avec mon client sur un projet qui va commencer le mois prochain. Ben oui, mais il faut que je me rémunère sur le premier mois, puis il faut que je commence à payer mes charges. Donc, il y a toutes ces charges-là qu'il faut prendre en compte dans la demande de financement. Donc, il faut déterminer le besoin de financement réel. Grâce au business plan, on arrive à déterminer le besoin de financement réel et donc le montant dont on a besoin auprès de la banque. Le troisième point consiste dans le fait de démontrer la rentabilité et la viabilité du projet, bien évidemment. L'intérêt du business plan, c'est à travers les tableaux financiers de démontrer que l'activité est rentable et viable. C'est finalement le nerf de la guerre du document, puisque il sera difficile pour une banque de financer une activité qui potentiellement n'est pas rentable ou qui pourrait fermer ses portes au bout de 6 mois, au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de démontrer la rentabilité et la viabilité du projet. En lien avec ce point-là, notre quatrième point, c'est vraiment de rassurer son partenaire financier par la capacité à rembourser l'emprunt bancaire. Bien évidemment, si demain, moi, je viens vous voir en vous disant bonjour monsieur, j'ai une super activité, je veux m'installer, je vais gagner beaucoup d'argent, est-ce que vous me prêtez 20 000 euros? La première chose que vous allez me dire, c'est écoutez, je vous connais pas ou très peu, je sais pas tellement si je vais vous prêter parce que ça me fait peur, parce que je suis pas sûr que vous puissiez me rembourser. Typiquement, la banque, c'est le même système. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est vous comprendre votre projet, mais être sûr derrière que vous pourrez la rembourser. Donc, à travers le business plan, on lui fait la démonstration que l'activité sera rentable, viable, et qu'on sera en capacité de pouvoir rembourser. Et enfin, le dernier point, pourquoi faire un business plan dans le cadre d'une demande de financement bancaire? Tout simplement parce que, je l'ai dit en amorce, l'idée, c'est de pouvoir convaincre et séduire aussi son interlocuteur financier. Bien évidemment, quand vous allez déposer votre document auprès de la banque, il faut que celle-ci puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez faire, qu'elle soit convaincue par votre projet et qu'elle soit séduite pour pouvoir derrière vous faire une proposition et vous prêter de l'argent. Voilà un petit peu pour faire simple sur pourquoi il faut faire un business plan dans le cadre d'une demande de financement bancaire. Donc les 5 points, la réponse à la demande bancaire, la détermination du besoin de financement, la démonstration de la rentabilité et de la viabilité, démontrer que vous êtes capable de rembourser, convaincre et séduire votre interlocuteur bancaire. Le business plan, c'est un document indispensable. Je le répète, encore une fois, c'est la carte de visite pour votre entreprise face à vos investisseurs et vos partenaires. La carte de visite parce que vous démontrez au sein de ce document, vous expliquez tout au sein de ce document, ce que vous faites, comment vous le faites et vous démontrez la rentabilité. Mais c'est également une feuille de route pour vous, entrepreneurs, parce que ça vous permet de mettre par écrit toute votre stratégie, ça vous permet de vérifier que d'un point de vue financier, ça passe, que vous êtes rentable, et ça vous permet à 1, 2, 3, 6 mois, une fois que vous êtes installé, de vraiment pouvoir vous comparer et observer si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Avec la plateforme planou.ai, vous êtes en capacité de pouvoir réaliser vos prévisions financières et de pouvoir les modifier, ce qui vous permet de jouer sur vos chiffres et de trouver finalement la bonne formule pour avoir de la rentabilité et de la viabilité sur votre projet. Ne vous lancez aucunement dans une aventure entrepreneuriale les yeux fermés, c'est extrêmement risqué. Parce que on prend quand même du risque en créant sa société, on met un peu d'argent, on met du sien. C'est très risqué de partir dans un projet entrepreneurial les yeux fermés. Assurez-vous que votre projet, il est bien rentable, il est bien viable, qui va vous permettre d'en vivre et qui va vous permettre de vous épanouir en faisant ce que vous aimez. Quand vous créez une société, souvent vous allez dans votre une société, une entreprise, peu importe, vous allez dans un domaine d'activité qui est le vôtre,
que vous aimez. Ce serait dommage au bout de 6 mois de rencontrer des difficultés, de finalement avoir la boule au ventre pour aller travailler, alors que finalement c'est votre projet, c'est ce que vous aimez. Pour éviter d'être dans cette situation-là, c'est important de bien commencer, de bien se préparer et d'avoir un business plan solide dès le départ. Voilà pour tout ça, j'espère avoir été assez clair. C'est très clair et surtout très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de traiter. Voilà, c'est toujours un peu obscur sans l'établissement d'un business plan, même pour nous. Donc c'est vraiment hyper encourageant et rassurant, surtout de savoir qu'il y a des acteurs qui sont justement hyper au fait de ce que c'est, de comment ça fonctionne et de comment le construire. Donc c'est vraiment hyper rassurant pour ne serait-ce que pour moi, en tant que peut-être futur entrepreneur. Je suis hyper contente de me dire que ça existe. C'est ça, exactement. Écoute, Charny, je te propose qu'on réponde à des questions. Je ne sais pas si tu as pu faire le tour, commencer un petit peu à répondre de ton côté. Oui, j'aimerais juste clarifier quelque chose qui n'a pas l'air très clair. Alors, en l'occurrence, il y a eu une confusion entre le fait de céder son projet, donc d'en sortir définitivement et de le léguer potentiellement à quelqu'un d'autre, et le fait de céder une partie de ses parts. Quand vous créez une société à la création, vous devez obligatoirement apporter en fait un capital, d'accord? Donc vous devez apporter, parfois c'est 95% du temps, ça va être du cash, de l'argent, un virement, de l'argent en cash, enfin bref, peu importe, mais très souvent c'est de l'argent. Et ce montant, en fait, ce capital social, ça va constituer justement votre apport. Et ensuite, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, de céder une partie de vos parts, donc une partie de votre capital, pour faire rentrer, par exemple, de nouveaux associés. C'est assez fréquent de faire rentrer de nouveaux associés dans un projet. C'est déjà fréquent de se lancer seul. En réalité, en France, beaucoup de créations se font seules. Mais c'est ensuite assez fréquent de finir par s'associer parce que déjà, ça permet en fait de se challenger. C'est-à-dire que le fait d'avoir d'autres personnes dans le capital, d'avoir en plus une expertise et d'autres domaines de compétences dans un seul et même capital d'une société, forcément, quelqu'un qui est très fort en Internet et quelqu'un qui est très fort, par exemple, sur tous les sujets commerciaux, vous allez avoir une super expertise. Et donc, ça, c'est top de réunir des gens qui s'associent pour faire un seul projet. Et surtout, ça permet aussi de bénéficier d'un réseau. C'est hyper fréquent également de s'associer dans son capital avec, par exemple, des investisseurs, par exemple, des fonds d'investissement ou n'importe quelle personne qui est prête à investir dans votre capital parce que ça vous permet de bénéficier aussi de son réseau et donc potentiellement d'avoir de plus en plus d'interlocuteurs à qui vous adresser si vous avez différentes problématiques, qu'elles soient minimes, comme par exemple le RH ou le développement, développer un site internet, etc. etc. Donc, c'est hyper fréquent de se lancer seul, mais c'est aussi très fréquent de finalement s'associer en cédant une partie de son capital parce que ça apporte non seulement du réseau et puis aussi de nouvelles compétences dans sa société. Donc, c'est pour ça que je disais que les statuts SAS-SASU étaient plus flexibles, effectivement, parce qu'il n'y a pas de modification statutaire à proprement parler. Quand on décide de s'associer, c'est juste un acte à enregistrer aux impôts. Donc, de façon administrative, en tout cas, c'est plus léger de s'associer en SAS et en SASU. Alors, il y a pas mal de questions. Moi, j'ai vu une question sur la rémunération du gérant. Est-ce que ça apparaît dans les charges de la société? Bien évidemment, c'est déductible, donc ça apparaît bien dans les charges de la société. Pour reprendre l'explication qu'a eu Charline tout à l'heure, en effet, ça baissera votre résultat. Ça baissera votre résultat. Faut-il avoir des clients pour aller voir son banquier? Non, pas forcément. Quand vous créez une activité, vous n'avez pas forcément tout de suite des clients. Et évidemment, si vous avez des clients avant d'aller chercher votre financement ou des demandes, c'est mieux parce que ça rassure votre banquier. Tout est une question de le rassurer, mais c'est pas forcément obligatoire d'avoir des clients pour aller chercher son banquier. Est-ce que tu as vu Oui, une question que je trouve dont j'ai pas vraiment la réponse en réalité, donc je pense que c'est pas mal qu'on en discute, mais sur la nécessité de faire le business plan avant de créer justement les statuts de l'entreprise. En fait, il y a une forme d'équilibre, en tout cas une forme de timing à trouver entre création et établissement d'un business plan, et peut-être que c'est quelque chose dont tu peux... je sais pas, quelles sont les habitudes chez Planny.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que, en fait, je comprends qu'il y ait ce balancement parce que finalement, on se dit, bah oui, mais il faut que j'ai mon statut pour créer mon business plan. Mais finalement, quand je fais mon business plan, si je le fais en SAS et que je suis pas rentable, peut-être que je serais mieux en SARL. En fait, la démarche logique, c'est d'abord d'aller faire ces statuts. C'est déjà de savoir, de répondre un petit peu à toutes les questions que tu as présentées tout à l'heure, Charline, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de protéger mon patrimoine personnel? Est-ce que je suis tout seul ou à plusieurs? Est-ce que je vais faire potentiellement beaucoup de chiffre d'affaires ou est-ce que je vais commencer tout doucement, tout doucement? Est-ce que, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Pour moi, il faut commencer par la partie juridique, c'est-à-dire, OK, par rapport à mon profil, mon activité, ce que je veux faire, voici le statut juridique qui est le plus adéquat. Et c'est après qu'on fait le business plan. Donc vraiment, dans la démarche de création, vaut mieux commencer à trouver sa forme sociétaire avant de commencer à faire son business plan. Exactement. En fait, c'est exactement le profil des utilisateurs sur le site de Legal Start. C'est-à-dire que, et en fait, il faudrait, dans l'idéal, faire un choix sur la forme juridique, faire son business plan et ensuite, effectivement, faire la création, rédiger les statuts, etc. Ça, c'est quelque chose que nous, on prendra en charge sur la rédaction des statuts et des documents juridiques. Mais oui, effectivement, c'est une réflexion qui est à avoir en amont, normalement. Alors, j'ai deux questions moi, qui reviennent assez souvent. La durée de projection du prévisionnel ou du business plan, on est entre 3 et 5 ans. 3 ans, c'est une très bonne fourchette. 5 ans, c'est une durée qu'on utilise quand on est sur des activités qui mettent du temps à se lancer. Et on a beaucoup de questions sur le coût du business plan sur la plateforme planou.ai. Bah, écoutez, je vous invite à aller directement sur notre première page. Vous avez les tarifs. Sachez juste que en réalisant vos démarches juridiques avec Legal Start, vous avez un accès à notre plateforme remisée puisque c'est en cadre d'un partenariat. Donc, tant qu'à faire, n'hésitez pas à commencer par voir cet aspect juridique puisqu'on vous dit il faut vraiment régler cet aspect juridique en amont pour ensuite aller avoir un accès via notre partenaire sur notre plateforme. Exactement, exactement. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tu en as vu d'autres? En réalité, pas vraiment. En ce qui concerne le coût de constitution, juste, je crois que Thibaut avait une question. Ça, pareil, je pense que c'est judicieux de se rendre directement sur le site de legalstart.fr parce que ce sont souvent des devis qui sont faits un peu au cas par cas en fonction de ce dont vous avez besoin, des choses dont vous allez avoir besoin. Est-ce qu'on va ajouter, par exemple, le dépôt de votre marque? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce qu'il faut radier votre micro-entreprise parce que vous étiez micro-entrepreneur avant? Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses dont on peut discuter avec le support de Legal Start et avec les experts en création d'entreprise. Donc, je vous encourage à téléphoner pour avoir un devis assez précis et assez clair sur la somme que ça représente. Après, a priori, c'est pas généralement des sommes qui sont astronomiques. Le but, c'est aussi de le faire en ligne pour que ce soit moins cher et que ce soit une solution qui soit économique et fiable. Donc, a priori, comptez à peu près toujours 250 € de frais administratifs obligatoires, greffe, annonce légale. Ça, c'est de toute façon une dépense que vous allez devoir faire. Et en termes d'accompagnement Legal Start, ça va, en fonction de ce dont vous avez besoin, de à peu près 150 à 250 €. Donc, globalement, comptez à peu près entre 500 et 600 € pour la création complète avec les frais administratifs. Mais vraiment, encore une fois, je préfère que vous nous appeliez puisque ce sera beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus précis que là, faire un devis global. Je rebondis sur ce que tu dis, Charline, puisque finalement, ça dépend évidemment du projet et vous êtes plutôt adaptable donc du coup par rapport à la typologie de projet. C'est pareil pour planou.ai, on a plusieurs formules. Ça dépend aussi, je vous l'ai présenté en amorce, ça dépend de si vous souhaitez avoir que la partie financière, si vous souhaitez avoir la partie rédactionnelle, si vous souhaitez avoir une étude de marché intégrée et si vous souhaitez aussi parler avec un de nos experts, parce qu'on a cette option-là aussi, vous pouvez parler avec un de nos experts pour être aiguillé. Donc le tarif, il varie selon ce que vous souhaitez, mais je rejoins Charline sur le fait qu'on est là aussi pour vous proposer des solutions à des tarifs abordables. Donc l'idée, c'est évidemment, on est sur des fourchettes plutôt, je dirais, basses par rapport au marché, mais tout simplement parce qu'on vous propose une solution digitale et qu'on souhaite que vous puissiez avoir donné un accès à tous ces services pour tout un chacun, que ce soit un entrepreneur qui a beaucoup de capacités contributives ou pas.
Exactement. Et pour info, dernière info qui va peut-être être utile, il n'y a pas effectivement de partage de la présentation. En revanche, vous aurez le lien du replay pour que vous puissiez vous y référer si jamais vous avez à nouveau des questions. Pour toutes vos questions qui seraient encore non résolues, bah, voilà, vraiment, on vous encourage. On va évidemment mettre le lien de Legal Start, le lien de Planou pour que vous ayez toutes les informations. Et bah, on espère que ça a été clair. On espère que ça a été constructif et que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Et on est de toute façon encore à dispo pour continuer d'y répondre et même être de plus en plus précis et continuer de faire quelque chose de très personnalisé. Je vous remets juste le lien de Legal Start dans les commentaires pour que vous puissiez y aller rapidement si jamais vous avez une question ou une problématique. Vous pouvez téléphoner, c'est évidemment complètement gratuit. Et voilà, vous pouvez tout à fait téléphoner et on est tout en dispo toute la journée. Donc, il n'y a pas de difficulté à nous joindre. Cool. Et ben merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Loïc encore d'avoir. Merci à toi. C'était top, trop bien, hyper instructif, hyper constructif. J'espère qu'on a été clair. Ouais, carrément, moi aussi, j'espère. Merci beaucoup à tous en tout cas pour votre attention. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et merci beaucoup Loïc, on en refera. Allez, avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.